contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA, en direct donc du Centre des Congrès de Québec. On parle des soins et des services aux personnes âgées au Québec avec une invitée de renom aujourd'hui, Madame Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être. Madame Castonguay, bonjour et bienvenue. Bonjour Ahmed. Alors avant de parler des différents rapports que vous avez publiés, est-ce que vous pouvez tout d'abord peut-être nous rappeler le rôle d'un commissaire à la santé et au bien-être? Oui, merci pour la question. En fait, le commissaire à la santé et au bien-être, c'est une agence indépendante gouvernementale qui a pour mission d'évaluer la performance du système de santé et services sociaux dans son ensemble et d'informer la population sur cette performance-là et le gouvernement, de même que sur des propositions pour améliorer cette performance-là. Et on a le rôle aussi de préserver ou de considérer les enjeux éthiques que des résultats ou des recommandations qu'on va faire, etc. Donc, on doit garder la préservation des valeurs québécoises dans l'ensemble de nos travaux. Donc c'est un organisme indépendant, on va dire. Absolument. En fait, l'organisme le plus proche serait le vérificateur général. Et donc, on a le même pouvoir indépendant d'aller chercher l'information que le vérificateur général. Évidemment, nous, notre objectif n'est pas le même, mais on a les mêmes pouvoirs, sauf celui d'emprisonner. Très bien. Alors, vous avez publié en janvier dernier le 4e et dernier tome de la série Bien vieillir chez soi. Tout d'abord, peut-être en quoi consiste cette série de tomes Bien vieillir chez soi? En fait, c'était le tome 4, Bien vieillir chez soi, c'était un sommaire de 4 rapports. En fait, c'est le sommaire de 3 rapports plus un ensemble de travaux de recherche qui a été mandaté dans le contexte d'un mandat gouvernemental qui nous a été confié en 2020, qui portait sur la performance des soins et services à domicile et sur l'efficacité des programmes de financement des soins à domicile. Donc, c'était vraiment un mandat gouvernemental qui nous a été donné. Et j'imagine que vous avez parlé de 2020, donc c'était en lien avec la période pandémique qu'il y avait actuellement? En fait, il y a eu deux mandats gouvernementaux qui ont été confiés au commissaire. Dans un premier temps, en 2020, il y a eu est-ce que j'ai dit 2020 tantôt? C'était 2022, je me suis trompée. En 2020, il y avait un autre mandat qui nous a été confié qui était d'évaluer la performance du système de santé et services sociaux à répondre à la pandémie. D'accord. Et particulièrement dans les milieux d'hébergement, parce qu'on sait que dans la première phase de la pandémie, il y a eu vraiment des ratés dans les milieux d'hébergement, puis la situation des personnes âgées était particulièrement inquiétante. Donc, on a eu un premier mandat, puis avant la fin de ce mandat-là, on nous a confié un deuxième mandat en 2022 qui portait sur les soins à domicile. D'accord, je comprends bien. Et donc, ce 4e tome qui a été publié en janvier dernier, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des grandes lignes ou en tout cas des conclusions de ce rapport? En fait, on a classé les grandes conclusions en 4 grandes catégories. Alors, la première, c'était que on avait une politique de soutien à domicile qui était, lorsqu'elle avait été adoptée ou publiée, en fait, en 2003, qui était une politique qui était très avant-gardiste. Mais elle n'a pas été implantée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de plan d'action pour s'assurer de l'implantation de cette politique-là. On n'a pas non plus mis des fonds pour assurer le financement de ce qui était perçu comme une ouverture, en fait, une couverture pratiquement universelle. Tu sais, il y avait comme une confusion dans qu'est-ce qui était couvert et qu'est-ce qui n'était pas couvert. D'accord. Et donc ça faisait partie des éléments qui ont créé beaucoup de difficultés pour la mise en œuvre ou même pour le développement des soins à domicile, parce que les personnes qui veulent obtenir les soins ou même ceux qui veulent les offrir ne sont jamais très certains de là où la couverture universelle, jusqu'où elle s'étend, puis où est-ce qu'elle s'arrête et puis où est-ce que ça devient la possibilité. Et donc, il y a une clarification à apporter à ce niveau-là.
Et il doit y avoir aussi un débat sociétal. Si on est pour élargir la couverture et la rendre universellement accessible à tous gratuitement, bien, c'est comme un nouveau service public. On doit le voter en société, si on veut. Alors ça, c'était le plus grand constat. Mais ça crée toutes sortes d'enjeux dans l'application ou la capacité du système à répondre aux besoins de la population parce qu'il n'y a pas eu nécessairement le financement qui est venu avec cette ouverture. Ce qui a fait aussi, c'est qu'il y a eu un certain nombre de programmes qui ont été ajoutés et ça a créé beaucoup d'iniquité dans le système. C'est-à-dire que si tu obtiens ton aide domestique versus les ESSAD, versus, ou si tu l'obtiens via, excusez-moi, j'ai dit versus, mais ça devrait être via les ESSAD, versus les obtenir via le CLSC directement, bien, les conditions d'accès ne sont pas les mêmes. OK. Et donc, ça crée des iniquités. Mais c'est fait, mais ce n'est pas volontaire par personne, c'est juste parce qu'il y a un flou qui existe dans l'ensemble du système et de la politique et son application. Et ça devrait être clarifié. En fait, parmi nos recommandations, on recommandait justement qu'il devrait y avoir des règles qui soient les mêmes pour tout le monde, peu importe la source ou par où tu as une entrée ou un accès au service de soutien à domicile. Le soutien financier devrait être le même, peu importe par où tu obtiens ces services-là. Un autre des éléments, c'est que le système est excessivement complexe. Les portes d'entrée sont multiples et ça crée beaucoup de difficultés pour la personne qui généralement, au moment où elle va essayer d'accéder aux soins à domicile, ou même où est-ce que ses proches aidants vont l'aider à obtenir ces services-là, va être en grande... généralement, c'est une période difficile, c'est une période de crise, si on veut. Oui. Et là, elle entre dans un service, dans un système où elle essaie d'obtenir de l'information et c'est très difficile d'aller chercher cette information-là. À quoi elle a le droit? Où obtenir les services? Quels sont les services? Et tout ça, c'est excessivement complexe à se démener parce qu'il n'y a pas nécessairement une seule porte d'entrée et un accompagnement qui est égal, donné partout de la même façon. Il y a certains secteurs, il y a certains CLSC qui donnent un excellent service. Dans d'autres cas, c'est très difficile d'obtenir les services. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un fardeau additionnel sur les proches aidants. Alors, non seulement le proche aidant doit s'occuper de la personne âgée qui est en perte d'autonomie, qui va ajouter beaucoup de complexité dans sa propre vie, mais en plus, elle doit coordonner le système de santé. Alors, c'est excessivement difficile pour eux. Donc, et puis finalement, il faut briser les silos. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'efficience ou de productivité. Les services sont organisés par les ESSAD pour l'aide domestique et puis il y a les soins communautaires, il y a les soins personnels qui viennent, qui sont octroyés par une autre porte. Et ce qui fait que c'est très difficile d'avoir une offre globale, de développer une offre globale et une offre efficiente. Oui, je comprends bien. Et ça fait perdre beaucoup d'efficacité, de qualité dans les soins et de capacité de financer puis de développer des innovations. Et puis finalement, le dernier cas, c'est qu'il faudrait... les services on doit donner une plus grande marge de manœuvre justement pour développer ces projets innovateurs-là. Et le gouvernement devrait soutenir, réduire les barrières à l'innovation puis au développement de solutions en communauté. Très bien. Et j'aimerais revenir sur l'un des points que vous avez évoqué, notamment cet aspect lié à la clarification des différents services proposés. Est-ce que ça passe par une meilleure collaboration entre toutes ces instances? Ou une vision un peu plus large? La collaboration, moi, je dirais que c'est plutôt pour développer davantage des services innovateurs en communauté qui répondent aux besoins locaux. Ça serait beaucoup là qu'on aurait besoin de la collaboration. Mais la clarification, c'est-à-dire ce à quoi on a le droit. Quels sont tout le monde devrait avoir accès aux services, mais est-ce que tout le monde devrait avoir accès au soutien financier? Puis est-ce que le soutien financier est le même lorsque tu accèdes aux services via le CLSC directement ou si tu étais en RPA puis tu as besoin de services ou si tu étais carrément dans ta maison traditionnelle où tu as vécu toute ta vie et puis que tu as les moyens de payer pour ton aide domestique, pour tes soins personnels, mais que finalement, c'est juste les soins de santé que tu voudrais avoir.
Ou encore, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une clarification. Les règles ne sont pas claires. Et ce qui fait que il y a un manque d'équité parce que dans certains cas, on réussit à avoir gratuitement tous les services alors qu'on aurait été très volontaire pour les payer. Et dans d'autres cas, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se les payer puis qui ne réussissent pas à les accéder. Alors, lorsqu'on n'a pas les soins dont on a besoin ou les services dont on a besoin, on précipite les gens dans la perte d'autonomie. Et là, les gens se ramassent dans les CHSLD et ça crée une forte pression sur le système de santé parce qu'on n'a pas les places pour héberger tous ces gens-là. Je comprends bien. Alors, l'un des concepts, ou en tout cas des termes qui revient assez souvent dans le dernier rapport, c'est le maintien de l'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, bien, ça revient au dernier point dont on vient de parler. Là. C'est justement, à l'heure actuelle, on regarde le vieillissement pratiquement ou la perte d'autonomie comme si c'était une maladie. Alors qu'on sait très bien que si les personnes âgées ou en perte d'autonomie demeurent impliquées, continuent à avoir des objectifs dans la vie, continuent à avoir une vie sociale, sont forcés pas forcés parce que ça a l'air, c'est pas le mauvais mot, c'est pas le bon mot, mais continuent à faire leurs propres emplettes. Bref, ils demeurent actifs et ont des objectifs, des raisons de se lever le matin. Ils préservent leur autonomie plus longtemps. Et donc, on devrait organiser la société de sorte qu'on puisse favoriser ce maintien de l'autonomie-là et demeurer autonome le plus longtemps possible, plutôt que de dire, bien, on va compenser pour votre perte d'autonomie, on va tout faire à votre place, et puis finalement, asseyez-vous là, puis attendez. Et là, la personne, bien, ils s'isolent, ils perdent leur raison de vivre, leur raison d'être, et finalement, on les précipite dans la perte d'autonomie. C'est un peu ce que je veux dire. Je comprends bien. Mais là, évidemment, j'exagère. Là, oui, évidemment. C'est des figures de style pour essayer d'exprimer que, étant donné que, en fait, un élément que j'ai pas mentionné puis que je devrais mentionner, c'est-à-dire que les personnes en manque de services, disons que j'ai de la difficulté à faire mes repas. Que ça, c'est la plus grande difficulté. Et que la personne, parce qu'elle a de la difficulté à faire ses repas, elle mange mal. Et là, il y a le fait de ne pas avoir les éléments nutritifs dont elle a besoin, bien là, il y a un impact sur sa capacité, un impact sur son autonomie. Elle devient beaucoup plus faible, plus rapidement peut avoir des conditions de santé qui vont la précipiter vers le système de santé. Alors que si on l'avait aidée pour faire ses repas ou pour se nourrir, bien, elle aurait pu demeurer en société beaucoup plus longtemps. C'est un peu ça que je veux dire, c'est-à-dire que si on avait la capacité d'agir beaucoup plus tôt dans le processus de vieillissement, bien, à ce moment-là, on réduirait le poids vers la grande perte d'autonomie. Alors, Madame Castonguay, on arrive tout doucement au bout de cette entrevue parce que le temps tourne. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message ou à communiquer aux gestionnaires ou aux propriétaires de résidences qui vont écouter cette entrevue? Bien, en fait, le principal message que je dirais, c'est qu'il faut vraiment qu'on travaille en collaboration. Et il y a la loi 15 à l'heure actuelle. Il y a un changement dans le système de santé. Et il y a beaucoup de choses excellentes qui se font dans les milieux. Parfois à l'initiative des CIS, parfois à l'initiative des résidences. Mais la collaboration, la collaboration et le soutien au développement dans les communautés de projets qui vont améliorer le maintien de l'autonomie devrait être vraiment le focus sur lequel les acteurs vont se pencher. Et le rôle du gouvernement dans ce contexte-là, c'est de favoriser ou de rendre la régulation qui va soutenir ce type de développement-là. Alors, eux, il faut vraiment qu'ils changent leur optique et qu'ils soutiennent le développement de l'innovation. Un grand merci, Madame Castonguay, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes commissaire à la santé et au bien-être. Merci.